Salut, moi c'est Justine. Et moi, c'est Christine. Et vous écoutez Crème glacée. Allô tout le monde! Oh, tabarnak! OK, hey, je tiens à dire que là, ça me fait penser à quelque chose. L'autre fois, j'ai demandé à ChatGPT de me trouver des jeux de mots en lien entre Noël et True Crime. Et ils m'ont suggéré homicide. J'étais genre, c'est vraiment lourd. No fucking way que j'écris ça genre sur un sticker ou la merch. En tout cas, bref. C'est vraiment lourd. ChatGPT donne pas des bons conseils. Non, ben je sais pas à quoi je m'attendais non plus, là, mais j'étais comme, hey, on sait... C'est quoi? Je vais m'essayer. Et pour vrai, cancel. Ouais, cancel. Mais bref, allô? Allô? J'espère que vous allez bien. Oui, joyeux Noël. Là, c'est l'épisode de Cri, le dernier de décembre. La semaine prochaine, c'est l'épisode bonus sur Patreon. Oui. On vous invite d'ailleurs à nous rejoindre si vous pouvez vous le permettre. C'est vraiment là-dessus là, que vous avez accès à des épisodes où on jase plus longtemps, un épisode de plus par mois, 24 heures d'avance les épisodes réguliers, puis ça nous encourage beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Puis aussi, ben, vous pouvez offrir un abonnement Patreon pour Noël. C'est vrai. Puis c'est pas fini, là. Il y a un petit lien là, qu'on va mettre sur nos réseaux sociaux. Vous pouvez offrir un abonnement d'1 mois, d'1 an, de 10 jours. Ben non, peut-être pas 10 jours, minimum 1 mois, là. Mais bref, ça peut être un beau cadeau pas trop cher. Oui. Et voilà, donc petite promo terminée. Et là, est-ce que j'embarque tout de suite dans les shout-outs? Je pense que oui. Lâche-toi lousse. On achève là, la gang, la liste des shout-outs. Pas qu'on a hâte que ça se termine, mais en même temps, c'est tellement... ça a tellement été compliqué de genre... Et long, tu sais, lire les shout-outs, là, qui, en ce moment, c'est des shout-outs de genre l'été passé, là. Ouais. Fait que, ouais, on achève. Donc, là, il est assez long. Je vais en lire juste ça. Salut vous deux. Je suis une auditrice plutôt discrète, mais ça fait quelques temps que je pense à vous écrire. J'ai découvert votre podcast en retard, mais j'ai tout rattrapé. Malheur, je dois attendre maintenant. Et je tenais à vous dire que j'adore votre podcast. J'écoute du True Crime depuis plusieurs années, genre 15 ans. Et parmi tous les podcasts que j'écoute, vous êtes mes préfs. Chut, dites-le pas aux autres. Oh non, on vient de le dire à tout le monde. J'adore vos podcasts. J'adore que vos podcasts soient longs. J'ai 45 minutes d'auto à faire matin et soir. Quand j'en écoute avec ma fille de 12 ans, elle adore et parfois on finit le podcast ensemble dans les maisons quand les plus jeunes ne sont pas là, car elle veut savoir la fin. D'ailleurs, elle trouve qu'une de vous a une voix relaxante, moi aussi d'ailleurs, mais je me mélange encore dans vos noms. Mais c'est... On sait c'est qui la voix relaxante, on le sait. Si vous pouviez saluer ma belle Elijade dans vos podcasts, elle serait vraiment surprise. Merci, et je crois que c'est de sa maman. Oh, merci. Donc, salut Elijade. Salut. Et allô à ta maman. Oui, merci de nous écouter. Oui, merci. Puis là, ben, on passe à la saveur du jour. Yes. Fait que ma saveur du jour est la suivante. Je crois que ça fait longtemps. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps. À cause, ben pas à cause, mais avec nos petites aventures commanditaire, là, Sherlock Holmes, là, on avait arrêté d'en faire. Oui, donc bref, je pourrais vous dire que ma saveur d'aujourd'hui, c'est canne de bonbons ou biscuits en pain d'épices, toute la patente, parce que c'est Noël. Mais j'ai plutôt décidé de vous parler de mon craving du moment. OK, puis je vais probablement vous le transmettre. Les barres glacées de type Révélo au chocolat, sans lactose, de la marque So Delicious, saveur mocha. C'est full précis, là. On dirait que je vous fais une liste d'épiceries. Je suis comme, allez acheter ça. Je sais pas si tu as déjà goûté à des trucs sans lactose, genre... ça se vend, j'imagine, dans toutes les épiceries, là, mais c'est incroyable. Puis c'est comme, premièrement, c'est comme la parfaite quantité pour un petit craving de fin de soirée. Genre, à la place de comme tomber dans le pot de crème glacée puis le manger au complet. C'est ça le danger avec ça, ouais. Puis là, c'est l'hiver, mais tu sais, des fois, on a quand même le goût d'une petite sucrerie en fin de soirée. Puis même si c'est l'hiver, ben on aime ça que ce soit glacé pareil, parce qu'on aime tout le temps ça, la crème glacée. Fait qu'en tout cas, bref, écrivez ça sur votre liste d'épicerie, achetez-vous-le,
Pas besoin d'être la saveur mocha, mais là, moi, c'est elle que j'accroche en ce moment dessus. Puis dites-moi ce que vous en pensez. OK, mocha, c'est genre avec du café? Ouais, c'est genre café, chocolat chaud, genre ish. Bref. J'espère que vous autres aussi, vous êtes excités pour Noël. J'ai décidé aujourd'hui, à l'approche des fêtes, de vous faire un épisode pile poil dans la thématique. OK. Vous commencez à nous connaître. On aime ça être concept, quand même. Et non seulement je suis concept aujourd'hui, mais je me suis donné comme petit défi personnel de couvrir une histoire du 21 décembre. Hein? Donc, ça s'est passé, là, genre en date de l'épisode d'aujourd'hui là, qui sort. Là. Ça s'est passé là, dans la soirée, le lendemain matin, le lendemain soir. On est vraiment pile dedans. Wow! Je voulais vraiment me sentir dans l'ambiance totale et laissez-moi vous dire que je vis un peu dans le regret. Genre, c'était quoi l'idée, tabarouette, de faire 40 000 recherches sur un cas aussi tragique que celui que je vais vous raconter aujourd'hui, puis en plus de vous le faire écouter juste avant vos parties de famille. Ouais, c'est lourd un peu pour l'esprit du temps des fêtes. Je sais pas ce qui m'a pris, puis je sais pas honnêtement si je vous conseille de l'écouter avant ou bien d'attendre un peu plus tard, mais je me dis que si vous êtes un brin fucké comme moi, ben vous allez écouter du true crime un peu n'importe quand. En faisant votre repas de Noël, en cuisinant, genre. Genre votre, même si c'est votre pas dinde. vraiment le bon moment, là, vous allez vous en foutre. Fait que je suis comme, garde, on s'en fout, je fais cet épisode-là, puis c'est la vie. Mais bref, trigger warning, j'espère que je vais pas totalement gâcher votre temps des fêtes et que vous serez heureux pareil d'entendre nos voix sur la route enneigée qui vous mènera à vos soupers de Noël. Ah. J'espère. Sur ce beau trauma avertissement, je vais me lancer dans mon cas d'aujourd'hui. Connais-tu, ma petite Joujou, le cas des Tied Cabin Murders? Traduction, les meurtres au chalet de la famille Tied. Non, ça me dit rien. Mais je connais beaucoup d'histoires du temps des fêtes, fait que peut-être que je la connais, celle-là, mais OK. non, aucune idée. Eh bien, ça le dit dans le nom. Vous l'avez vu également dans le titre de l'épisode. Ça va être rough, difficile à entendre. Préparez-vous. Nous sommes dans les montagnes. L'hiver est déjà bien arrivé, confortable. Un grand drap blanc recouvre les sommets, enveloppe les sapins, s'étend de tout son long sur le sol. Nous sommes si loin dans la forêt, si isolés du monde, tout ce que l'on peut entendre, c'est le silence. Le genre de silence qui se fait rare, le genre de silence qu'on se sent chanceux de pouvoir entendre. Le chemin qui sépare la route principale du chalet familial est inexistant sous le poids de la neige fraîchement tombée. Les seules traces au sol, des traces laissées par des animaux qui nous confirment que la forêt regorge encore de vie, même dans le froid intense de décembre. Le grand chalet aussi est vivant. À l'intérieur, la lumière chaude des lampes se reflète sur les fenêtres givrées, ce qui remplit l'espace, une odeur rassurante de sapin, de bûches qui brûlent dans le foyer et de vieilles couvertures de laine du chalet. Ce chalet-là, c'est un lieu unique, un lieu sécurisant, un endroit où l'on respire autrement, où chaque respiration semble plus profonde, plus sentie, où chaque bruit semble apaisant. Au chalet, rien ne peut nous atteindre. Le téléphone ne sonne pas, personne ne frappe à la porte sans prévenir. C'est un espace de tradition, de rire, de bons repas, de chocolat chaud partagé après une bonne marche en nature ou une journée de ski. C'est du temps pour construire des souvenirs en famille, entre amis, du temps pour laisser les tracas de côté et se laisser prendre dans une partie de skip-bo. Le seul moment de l'année où les choix importants que tu as à faire, c'est est-ce qu'on écoute Home Alone ce soir ou le Grinch? Noël approche. Dès demain, le chalet accueillera 2-3 autres membres de la famille. Puis, après demain, c'est les oncles, les tantes et les cousins-cousines. Ça ne fait que commencer et on sait déjà qu'il n'y aura jamais trop de monde dans le chalet. Les guirlandes autour des portes, les bas accrochés au-dessus du foyer, le sapin qui se dresse dans le coin du salon, les odeurs de cannelle qui flottent dans l'air. À l'extérieur, le vent souffle doucement, sans menace, comme une berceuse d'hiver. On se sent en sécurité, coupé du bruit, de nos stress du quotidien. Sur pause. Dans un lieu comme celui-ci, on devrait pouvoir ranger toutes nos inquiétudes dans un tout petit tiroir au fond du garde-robe d'entrée. On est si loin de la violence du monde, dans un chalet familial enfoui au cœur des montagnes en plein mois de décembre. Qui pourrait même juste imaginer que quelque chose de terrible puisse arriver?
Eh bien, malheureusement, dans l'histoire que je vous raconte aujourd'hui, rien de tout cela n'a été comme prévu. Ce serait trop beau. Il n'y aurait pas d'épisode aujourd'hui, en tout cas. Bref, dans ce chalet où la paix devait être garantie, la famille Tiède sera frappée par une violence d'une brutalité inexplicable, gratuite et surtout sans aucune logique, sans aucune pitié. Une violence dénuée de sens qui s'est abattue sur eux sans laisser aucun avertissement. Leur refuge si précieux deviendra en quelques heures le théâtre d'une tragédie que personne n'aurait pu imaginer. Nous sommes donc dans la petite municipalité reculée de Oakley, dans le canyon de Weber, à environ 70 km à l'est de Salt Lake City. Plus précisément dans le secteur de Beaver Spring Ranch. Bref, tout ça dans l'État du Utah, aux États-Unis. Le chalet est situé dans une zone très montagneuse, sans réseau cellulaire, à environ 6 km de motoneige de la route principale. Un territoire donc très isolé, où l'accès en hiver est assez difficile. Le soir du 21 décembre 1990, certaines parties de la route sont complètement bloquées après quelques chutes de neige importantes et la température est tout simplement glaciale. La famille Tiède, qui était partie faire les dernières commissions en vue des festivités des prochains jours à Salt Lake City, vont devoir rester en ville pour la nuit et retourner au chalet le lendemain matin seulement, quand les conditions sur la route seront meilleures. Pour vous donner une idée, la route entre Salt Lake City et Oakley est d'environ 1h20 quand les conditions sont bonnes, qu'il n'y a pas de trafic. Je vais maintenant passer directement au lendemain, au 22 décembre 1990. Il est présentement 15h30. La famille Tiède est sur leur route de retour vers le chalet. Je vous les présente brièvement. Nous avons premièrement le patriarche, Rolf Tiède, 51 ans. Nous avons également sa femme et mère de leurs 2 filles, Kate Tidwell Tiède, 49 ans, et finalement leur fille, Lina Tiède, 20 ans, et Tricia Tiède, 16 ans. La petite famille était bien établie depuis plusieurs années maintenant, avant même la naissance de leur première, à Humble, une petite banlieue de Houston, au Texas. Ils avaient donc fait le voyage vers le Utah pour rejoindre la belle-mère de Rolf, la mère de Kay, la grand-mère des 2 jeunes filles, Beth Harmon Tidwell Potts. Beth résidait encore et toujours à Murray, au Utah, et c'est elle qui s'occupait du chalet familial dans les montagnes. À 15h30, les premiers membres de la famille arrivent au chalet. On a Lina, Kay et Beth. Rolf et Tricia, leur 2e fille, étaient toujours au stationnement près de la route principale. Ils mettaient du gaz dans les motoneiges, paquetaient comme il faut les courses, des affaires de même. C'est fou que ça se rend juste en motoneige, hein? Ouais. Comme ton épicerie, tu la mets sur un traîneau en arrière, genre? Ouais, ben c'est ça. Là, ils ont toute une motoneige par membre de la famille. Puis comme, c'est vraiment genre, on défait les chars, on installe tout sur la motoneige, on se rend. Puis c'est genre 6 km. C'est quand même, tu sais. Ouais, c'est long. Ouais. Donc, bref, c'est pour ça qu'on a comme Lina, sa mère, puis sa grand-mère qui commencent le premier voyage. Probablement parce que là, ils veulent s'assurer de rendre la grand-mère, tu sais, rapidement. Puis on a le papa et Tricia qui s'occupent de genre ranger toutes les courses, le reste des courses, du moins sur les skidoo, mettre du gaz, toute la patente. Lina, c'est la première à sauter de son skidoo et se précipiter vers le chalet. Il faisait complètement froid dehors. Elle était mal habillée, comme une jeune adulte de son âge, et ses mains étaient complètement gelées. Elle dit à sa mère qu'elle va seulement se mettre les mains dans l'eau tiède à l'intérieur, qu'elle se prend des gants et qu'elle revient les aider avec les skidoo et les quelques sacs qu'elles avaient avec elle. Lina monte les escaliers, tourne la poignée de la porte principale du chalet, un chalet d'ailleurs jamais barré, là, en passant, typique chez les gens qui vivent en campagne, là, surtout quand ton chalet il est à 6 km en skidoo, là, pas de chance qu'il y a du monde qui fasse juste se pointer. Lorsqu'elle rentre finalement à l'intérieur, elle aperçoit un mouvement rapide dans son angle mort. Elle se dit tout de suite que, bon, c'est peut-être les cousins qui sont arrivés déjà, premier réflexe. Elle reste figée quand elle comprend qu'il ne s'agit en fait pas du tout de son cousin, mais elle voit plutôt un homme sortir de derrière le frigo. Un homme aux cheveux frisés, frêle, portant un sweatshirt gris, et il pointe un pistolet sur elle. Sans avoir le temps de figure out quoi que ce soit, de crier, de bouger, whatever, elle entend sa mère et sa grand-mère qui montent les marches gelées à leur tour. Lorsque sa mère entre en premier,
un deuxième homme sort d'une des chambres, lui aussi armé. Selon Lina, il portait des lunettes énormes avec des verres super épais qui lui agrandissaient les yeux. Cet homme pointe alors son arme sur Kay, la mère. Le premier réflexe de sa mère est de leur poser des questions. Qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi vous êtes ici? Si c'est pour genre nous cambrioler, il n'y a pas de problème, on va tout vous donner. Mais je vous supplie, laissez-nous partir. Puis, des coups de feu éclatent. Des explosions, des déflagrations, des balles tirées un peu partout. Lina voit sa mère s'effondrer au sol, puis elle se retourne pour voir sa grand-mère Beth, puis elle voit une image qui va la marquer jusqu'à sa mort. Sa grand-mère reçoit une balle dans la tête, le sang gicle partout. Elle tombe à son tour. Lina dit avoir entendu sa grand-mère halter, puis plus rien. Lina était toujours debout, sous le choc total. Ça s'est passé comme en à peu près 10 secondes, tout ça. Mais elle, on ne la tire pas. Tout ce qui lui vient en tête à cet instant, son père, sa petite sœur. Puis, des sons de motoneige au loin qui s'approchent. Ils arrivent au chalet. L'un des deux hommes attrape donc Lina et lui pointe son pistolet dans le dos en lui serrant les bras très fort. Elle ne peut ni bouger, ni crier, sinon elle se fera tirer dessus. Pendant que Rolf et sa deuxième fille, Tricia, rangent leur skidoo, récupèrent les courses et commencent à marcher vers les escaliers, le deuxième homme les surprend dans le garage. Il porte maintenant un masque au visage et ordonne aux deux autres membres de la famille tiède de le suivre à l'intérieur sans faire le moindre son. Dès leur entrée dans le chalet, Rolf y voit que sa fille est prise en otage par un autre homme. Lina dit avoir compris que son père voyait les larmes dans ses yeux et elle savait qu'il comprenait tout, qu'il était arrivé quelque chose à maman et grand-maman. Les deux corps avaient été traînés. On y voyait que du sang par terre. L'homme masqué demande à Rolf s'il a de l'argent sur lui ou quelque chose dans le chalet. Rolf y sort son portefeuille puis il jette par terre tout ce qu'il contient. Quelques papiers, quelques monnaies. Pas grand-chose. On parle de genre 105 $. L'homme qui tenait Lina aurait ensuite demandé à l'homme masqué de juste lui tirer dessus maintenant. Et l'homme masqué aurait comme refusé. Alors, l'homme qui tenait Lina va sortir son pistolet et tirer directement sur Rolf. C'est tellement weird, ça a l'air comme désorganisé un peu. Genre, qu'est-ce qu'ils veulent? C'est pas clair, là. 100%. Tricia dit que le premier tir n'a pas fonctionné. Le deuxième tir non plus. Et c'est au troisième tir seulement que la balle est partie. Tricia dit que le coup de feu était tellement proche d'elle qu'elle aurait comme senti la puissance du coup sur son visage. Rolf s'effondre au sol à son tour. Les sœurs sont alors seules avec les deux hommes qui viennent de tuer toute leur famille devant leurs yeux. What the hell? Capoté. Par la suite, l'un des deux hommes s'occupe des deux filles, leur ordonne de faire des valises, de mettre des provisions dans des sacs ou whatever. Ils vont prendre la fuite et elles vont les aider à le faire. Le deuxième homme, pendant ce temps-là, se procure des bidons d'essence pour les skidoo dans le garage et commence à en verser un peu partout dans la maison, à l'étage, au rez-de-chaussée et partout sur le corps de Rolf. Devant les filles. Ils veulent effacer toute preuve de leur passage. Ben oui. Avant de finalement prendre la fuite, ils allument le tout. Le beau grand chalet familial, décoré pour les fêtes, rempli d'amour depuis plusieurs générations, est maintenant en flammes. Les hommes exigent aux deux sœurs de prendre chacun une motoneige et chacun d'eux monte à l'arrière d'elle, prêt à se lancer dans les chemins enneigés de la forêt. Ah, imagine le gars derrière toi, sa motoneige. Oh là là! Décollissant. Les deux sœurs démarrent, chacune ayant autour d'elle les bras des meurtriers. Ah, yark. Dégueulasse. En si peu de temps, nous sommes passés de cambriolage à meurtre, à prise d'otage, à incendie criminel, puis nous sommes rendus aux enlèvements des deux jeunes femmes, Lina et Tricia Tiède. Les deux motoneiges s'enfoncent alors dans le chemin enneigé entre les montagnes. Leur but, se rendre à la route principale et poursuivre leur fuite. Lina va dire plus tard qu'à ce moment précis, elle ne pensait qu'à la perte de sa mère, de sa grand-mère, puis de son père, et qu'elle était complètement terrifiée à l'idée que le traumatisme pour elle se poursuivait. Il continuait. Elle sentait qu'il n'était pas près de se terminer. Elle va aussi dire, et je la cite, « Ces hommes qui étaient dans la cabane, je savais qu'ils y étaient depuis un certain temps.
Ils avaient mangé, ils avaient ouvert des cadeaux de Noël. Ce n'était pas simplement parce que nous étions entrés et les avions surpris ou effrayés. Ils avaient en réalité attendu le retour de notre famille. What the hell? C'est le moment de l'histoire où je vais finalement nommer ces deux bozos, ces deux hommes, les fameux hommes en question dans mon histoire, excuse-moi. Le frisé au sweatshirt gris s'appelle Von Lester Taylor et l'homme aux lunettes épaisses, Edward Stephen Daly. Je vais zéro pin barre me lancer dans leur passé, leur vie dès leur naissance ou quoi que ce soit. Je vais me contenter de vous donner les quelques informations qu'on a sur eux. Taylor, âgé de 25 ans au moment des faits, avait été arrêté puis condamné pour cambriolage aggravé. Daly, quant à lui, âgé de seulement 21 ans, avait été condamné pour incendie criminel. Les deux hommes avaient obtenu une sentence quelconque, différente pour l'un et pour l'autre, et avaient purgé dans des établissements de détention, différents eux aussi. Taylor ainsi que Daly auraient ensuite obtenu leur libération conditionnelle, l'un d'eux puis l'autre. C'est en faisant leur temps au Orange Street Community Center, un centre de réinsertion situé à Salt Lake City, dans l'Utah, que les deux hommes se seraient rencontrés, qu'ils auraient bandé, tissé des liens, qu'ils seraient devenus potes. Ben oui, belle réhabilitation. Ouais. Belle réinsertion. Puis les deux avaient été arrêtés pour cambriolage puis incendie criminel. C'est pas pour meurtre, là, genre. Ouais. Il s'est passé beaucoup de choses. Ça escalade, là. C'est lors d'une sortie de groupe pour permettre aux semi-détenus, si l'on veut, de se rendre dans les commerces pour se trouver un emploi en prévision de leur libération complète, donner des CV, passer des entrevues d'embauche, que les deux bozos auraient établi un plan d'évasion. Mais ils sont déjà presque libérés. Pourquoi tu veux t'enfuir? Je veux dire, son centre de réinsertion, là, c'est pas 20 ans qu'il te reste, là? Ben, probablement qu'eux, ils en ont rien à foutre d'aller porter un CV au IGA puis de retourner ensuite au centre. Ils sont comme, hey, on est enfin dehors là, pour notre première sortie. On en profite pour se sauver puis faire les choses à notre façon? Ouais. Ils sont un peu... sont jeunes et ils sont vraiment... ils calculent pas, comme tu disais tantôt. Il y a rien de... C'est immature, naïf. Ouais, très impulsif. Ouais. C'est donc le 14 décembre 1990 que l'on aurait perdu la trace des deux hommes. Deux détenus d'un centre de réinsertion sont maintenant en cavale. Super! Taylor et Daly avaient alors fait de l'autostop pour se rendre au parc régional d'Oakley, puisque Taylor avait lui aussi un chalet familial dans la région. Le plan parfait pour s'évader, se cacher. Ils auraient ensuite passé plusieurs jours en montagne, cambriolant plusieurs chalets vides. Selon l'hypothèse de bien des gens, les hommes auraient probablement eu envie d'un défi supplémentaire, ennuyés, et ils auraient décidé de cambrioler un chalet occupé pour la période des fêtes. Plus de biens à voler, plus de peur à propager, plus de mal à faire. Les autorités ont même émis l'hypothèse que les hommes avaient vu la famille quitter le matin du 21 décembre et qu'ils avaient attendu leur retour. Mais voyons! Ce serait donc le soir du 21 décembre 1990 que les hommes seraient entrés dans le chalet pour la première fois, pendant que la jolie petite famille était partie en ville pour faire les derniers achats des fêtes. Ils en auraient profité pour manger des plats déjà préparés de la famille. Que ça m'écoeure, on dirait, là, c'est tellement de la violation de la vie privée, Ça a pas de sens. de ta bulle. Imagine genre. les petites tartes, genre, faites par la grand-mère, puis comme le ragoût amené par la famille, puis... Ils en auraient profité aussi pour faire du grabuge dans les décorations de Noël, mais surtout, et c'est là que j'avais déjà entendu parler de l'histoire pour ma part, de déballer les cadeaux de la famille. Von Lester Taylor et Edward Stephen Daly auraient pris le temps de se filmer avec la caméra vidéo de la famille, d'enregistrer le tout sur une cassette VHS et de la nommer. Il était donc écrit au stylo noir sur le côté de la cassette 1990 Christmas, genre Noël 1990. OK, mais ils sont complètement crackpot, là. Genre, ils font n'importe quoi. Puis ils n'ont pas peur de se faire prendre, on dirait. Ouais. Je sais pas si tu as vu passer cette fameuse vidéo, là, mais elle est disponible un peu partout. Pour ma part, je l'avais vue sur un reel Instagram il y a quelques temps. Ouais, ça me dit de quoi, ouais.
Sans connaître plus que ça les détails de l'histoire, mais ça m'avait comme bouleversée. Puis, je vous en laisse un extrait. I don't know. Okay. I don't think I got all of this. How come you got a light flashing on the front of that? I don't know. Find out. How am I supposed to find out? Read the instructions. And Lene. On connaît pas la durée exacte de la vidéo, mais on a accès à un extrait d'environ 1 minute sur les internets, si vous voulez entendre un petit peu plus ou voir le visuel de ce que je viens de vous faire écouter. On voit l'homme frisé, Taylor, qui déballe les cadeaux de la famille tiède. Deli est derrière la caméra. Il le filme. Il trouve ça vraiment drôle, puis genre, ça paraît là, dans la vidéo. Il niaise avec les cadeaux, niaise avec les emballages, les choux, blablabla. Beaucoup trop de plaisir, là. Ouais. Puis, il tombe sur un cadeau. Il déballe un gros cartable à anneaux avec des pochettes plastifiées contenant une collection complète de cartes de baseball. Un cadeau méga attentionné et personnalisé, probablement pour Rolf, de la part des 3 femmes de sa vie. Genre, qui ont accumulé au fil de l'année. Taylor montre le cartable à la caméra et, à nouveau, les 2 hommes rient. What the fuck? Ils m'énervent, ces deux-là. Si vous comprenez bien, ça veut aussi dire que les 2 dégueulasses ont passé la nuit complète au chalet. Ils se sont fait un petit déj le lendemain matin, ils ont attendu patiemment le retour de la famille tiède. Tous 2 armés d'un revolver Magnum calibre 44 et d'un pistolet calibre 38 Special. Décolle ça. Qui ont genre volé dans un autre chalet? Ou? Fort probablement. Ouais. Parce que beaucoup de gens sont armés. Ouais. Ouais. On l'a vu. Surtout au chalet dans le dernier épisode. Ouais, c'est ça. On l'a vu dans le dernier épisode. En tout cas. Le jour du 22 décembre, donc, les 2 hommes, Von Lester Taylor et Edward Stephen Deli, étaient déjà bien installés et très confortables dans le chalet. Ça me terrifie. Ça me fâche, ça me rend triste, puis c'est la partie de l'histoire qui me bouleverse le plus, honnêtement. J'ai toujours eu peur de ce scénario-là, là, depuis que je suis toute petite. Oui, que quelqu'un t'attende chez vous, là. Genre, que je suis pas seule. En tout cas, j'imagine que je suis pas seule puis que je vous l'ai déjà dit, là, mais moi, le genre d'arriver chez nous et de savoir qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur ou caché quelque part, là, c'était ma pire peur. Là. Genre, je pouvais pas descendre tout seul dans le sous-sol parce que j'étais comme, il y a quelqu'un. Puis c'est là qu'il se cache s'il y a quelqu'un, tu sais. Mm-hmm. Bref. Ça me rend aussi tellement triste pour la famille qui avait un super beau Noël de prévu. Des cadeaux soigneusement emballés, des bons petits repas préparés avec amour, la visite qui s'en venait les rejoindre. Tout ça brisé par des hosties de terribles personnes. Bref. Puis pour ajouter à la tragédie, ils se permettent d'enlever des vies, de brûler un si bel endroit rempli de souvenirs et de terroriser 2 jeunes femmes juste après leur avoir enlevé tout ce qu'elles avaient. C'est terrible. Je reviens maintenant sur la fuite en motoneige parce que l'histoire n'est pas terminée. Ouais, là, je suis inquiète, là. Donc, où j'en étais rendue, nous avons Lina sur sa motoneige avec un des dudes assis derrière elle. Ils sont devant. Juste un peu derrière, nous avons Tricia assise sur sa motoneige avec elle aussi un des dudes assis derrière elle. Lina, devant, se rappelle qu'elle allait vite, mais qu'elle essayait de ne pas trop prendre d'avance pour toujours être capable de sentir sa sœur pas trop loin derrière elle. Mm-hmm. C'est ce qui la rassurait. Tricia, quant à elle, avait 10 000 plans qui lui passaient en tête. Elle voulait se jeter dans le clos avec la motoneige, provoquer un accident puis s'enfuir. C'était ça son réflexe. Mais elle ne voulait pas le faire, sachant très bien qu'elle allait abandonner sa sœur si elle avait fait ça. Puis c'était pas possible. Genre, parenthèse, là, une chance qu'elle a pas fait ça parce que si elle l'avait fait, probablement que les 2 filles n'auraient pas survécu. Ouais, elles sont armées, là. Ouais. Puis ça court pas vite dans la neige, là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, je veux dire, si elle avait fait un geste brusque, ben probablement que l'autre en avant, il y aurait... Tu y rentres dedans, là. En ce il y aurait eu quelque chose qui se serait passé, là. Mm-hmm. En arrivant finalement au grand stationnement en bas de la côte, tout près de la route principale, les filles croisent un homme, leur oncle, Randy Zorn, qui arrive à son tour au chalet. Genre, là, tu peux te dire ouf, mais non, là, genre fuck. Leur oncle leur fait un signe de la main. Les 2 filles ont le même instinct.
faire comme si elle ne le connaissait pas, pour ne pas le mettre en danger lui aussi. Ouais. Les deux hommes ont littéralement tué toute leur famille. Très possible qu'ils abattent oncle Randy également. Sauf que Randy, il se pose des questions. Premièrement, il se dit genre « Hey, ça, c'est mes 2 nièces, ça, genre sur les motoneiges. Les motoneiges. Mais attends, ils ont un petit chum pour Noël ou quoi? Je savais pas que les deux, ils amenaient leur petit chum avec eux. » Ça, c'est ce qui se passe dans sa tête. Hey, voyons, comment ça, elles me répondent pas? « You, salut les filles! » Ben voyons, elles m'ont vu puis elles me répondent pas, tu sais. C'est pas normal du tout. Il y a quelque chose qui cloche. Ah, ben c'est bien. Ça, il donne la puce à l'oreille. Mm-hmm. Lina se rappelle s'être fait demander c'était qui l'homme au loin. Elle aurait dû mentir et dire que c'était sûrement un voisin de chalet un peu insignifiant. Queen, bravo. Yeah. Randy Zorn voit ensuite monter ses 2 nièces dans la voiture de son frère avec les 2 inconnus. Il pèse sa pédale et quitte le stationnement en 2 temps 3 mouvements. Je sais que je vous laisse du suspense, là, mais avant de poursuivre sur cette lancée, je vous raconte ce qu'il se passe au même moment au chalet des Tièdes. Rolf Tiède, et là, c'est le moment de l'histoire où j'ai envie de pleurer, là. Le papa, le héros, faisait le mort quand les 4 ont quitté le chalet. Après avoir reçu une balle en plein visage, Rolf a survécu. Oh mon Dieu! Avec tout le mal du monde, Rolf va ramper dans son habit de skidoo imbibé non seulement de sang, mais de fucking essence dans le feu du chalet. Il va réussir à se déshabiller de son seau de neige en feu, littéralement, se rendre difficilement dans la salle de bain puis dans la douche. Il va se rincer de tout le sang et de tout le gaz possible, enfiler un morceau de linge trouvé à côté et sortir du chalet. Oh mon Dieu, pendant que le chalet brûle, il a eu le temps de se laver. Oui, de se rincer. Puis on a une photo de la douche avec le sang dans le fond de la douche, Oh my God. le seau de skidoo qui est à côté. Genre, c'est un vrai héros là. Genre. Bref. Rolf Tiède, le papa héros, va grimper sur sa motoneige. Et qui donc arrive pas quelques secondes après que le quatuor entre dans la voiture familiale? La 3e motoneige qui descend la côte jusqu'au stationnement. Genre, il a réussi à se rendre. What the fuck? En pas longtemps, là? Ouais. Il a dû sprinter sa vie, là? Ouais. Hey, une balle d'en face! Randy, son frère, raconte qu'il a vu la 3e motoneige et ne comprenait à rien. L'inconnu sur la motoneige n'avait pas de casque, pas de gants. Il était presque pas habillé. Genre, il devait avoir un gros T-shirt puis genre pas grand-chose, là. Lorsqu'il serait finalement arrivé devant lui, Randy dit que l'homme avait la tête gonflée, le visage tellement enflé qu'il était difficile de reconnaître c'était qui. Il avait une balle dans la tête, le visage complètement ensanglanté. Il décrit même avoir remarqué des genres de stalactites. Tu sais, là, les longs morceaux de glace, là, quand que genre... Ah, ben oui, parce qu'il n'y a pas de casse rien, là, Ouais. dans le vent d'hiver, là. Oh my God! Fait que des petits stalactites de sang dans son visage. À plusieurs endroits, là. Puis, il reconnut son frère quand celui-ci s'est mis à lui parler. « Ma femme est morte, mes filles ont été enlevées. » What the fuck? Hey, dans quel monde ça arrive, ça? Ça n'a genre, pas what de the sens, fuck? cette histoire, ça n'a pas de sens. Malgré ses blessures 100% graves, Rolf Tiède a survécu à une balle au visage, mais aussi à de graves brûlures, parce qu'il a eu le temps de brûler dans le feu. Ben oui. Ensuite, au froid glacial, presque nu, sur sa motoneige. Genre, tu vas vite, là. Un papa héros qui a tout fait pour sauver ses 2 filles. Randy et Rolf quittent avec la voiture de Randy, l'oncle. J'imagine que vous vous posez la question, mais à ce moment-là, il n'y avait aucun réseau cellulaire dans le stationnement, ni autour. Aucune façon à cette époque de contacter les urgences. Donc, la seule façon, c'était de prendre un char puis go, on sort de là. Randy chauffait le plus vite possible, avec son frère Rolf qui peinait pour rester en vie sur la banquette arrière. Il va finalement réussir, premièrement, à retracer la voiture Lincoln et les suivre de près, mais aussi finalement à attraper une barre de réseau de plus pour contacter la police. Randy va donner la position exacte du véhicule en disant qu'il les suit de près, va donner la direction vers laquelle il roule. Il explique toute la situation et demande un hélicoptère au plus sacrant pour son frère qui est en train de mourir. Ouais, l'hôpital doit être loin, là. Ouais.
Il répète cette information à multiples reprises. J'ai besoin d'un hôpital, mon frère va mourir. D'un hôpital. J'ai besoin d'un hélicoptère, mon frère va mourir. D'un hôpital aussi. Un hôpital aussi. Mais elle ne peut pas arriver vraiment, mettons. Les policiers provenant de Camas, le village voisin d'Oakley, à environ 10 minutes de route, ne vont pas prendre de temps à retracer le véhicule. Un char qui passe soudainement à toute allure dans un micro-village, ça se remarque. Mm-hmm. Après une poursuite policière sur une distance de 16 km, la voiture Lincoln des Tièdes dérape et fait des tonneaux. Les policiers se rangent, ordonnent aux conducteurs et aux passagers de se coucher au sol et de déposer les armes. 2 coups de feu ont été tirés sur la voiture en mouvement, puis 2 coups de feu sur le premier homme qui est sorti du véhicule armé. Les 2 balles ont manqué la cible. Lina et Tricia se couchent par terre, maintenant main dans la main, se collant le plus fort possible. Ils hurlent. Tricia crie aux policiers de tuer les hommes. Ouais. C'est tout ce qui lui sort par la tête, par la bouche en ce moment. Lina se rappelle d'être collée à sa sœur et de se sentir finalement sauvée. Les 2 hommes ne prennent pas 2 secondes qu'ils déposent leurs armes et se rendent, tranquillement, aux policiers. Ben ouais. Eux, ils ont vécu leur trip. C'est ça, on a essayé, là. Ils savaient même pas ce qu'ils faisaient. Genre. Tricia se souvient d'avoir levé les yeux, car la voiture était en pente, et d'avoir remarqué que toute la route au-dessus d'eux était remplie de monde. Quelques policiers, oui, mais elle dit surtout des gens en civil qui nous braquaient avec des pistolets, des fusils de chasse, des carabines. Elle dit « Je me souviens encore de mon étonnement face à tant de monde et d'arriver aussi rapide. » Genre, les gens du coin, ils avaient entendu ça. Ils voulaient toutes venir aider? Oui. Genre, il y a deux filles qui ont été enlevées, ils sont en cavale. Ils étaient toutes là. Hey, le mot court vite, pareil. C'est fou. Il aurait comme traversé plein de barrages routiers, puis en tout cas, c'est fou. Vous irez voir sur notre Instagram, je vais mettre une photo des filles qui viennent tout juste de se faire libérer et qui arrivent à peine à se rendre compte de tout ce qui vient de se passer. C'est poignant comme photo. L'hélicoptère va arriver sur les lieux, elle aussi, assez rapidement. Randy s'occupe de livrer son frère aux ambulances et il va dire avoir prié de toutes ses forces pour qu'il survive. Lina et Tricia, complètement sous le choc de savoir que leur père avait survécu pour les sauver, vont prier également. Alors, dis-moi pas qu'il meurt à l'hôpital. Rolf sera transporté par hélicoptère au centre médical de l'Université de l'Utah à Salt Lake City. Suspense. Les 2 filles vont dire « Mon père a toujours été mon héros et cet événement n'a fait que le confirmer. Mon père était le héros le plus extraordinaire que j'ai jamais connu. De magnifiques yeux bleus empreints de douceur. Il était d'une extrême gentillesse et d'une générosité sans borne. » C'est donc le même jour, le 22 décembre en soirée, que Von Lester Taylor et Edward Stephen Daly vont être officiellement arrêtés. Avec sur eux plusieurs chefs d'accusation. Ben, ils sont tous là. Il en manque pas ben là. En effet, lorsque les policiers vont ensuite se rendre au chalet, ils vont décrire le tout comme une zone de guerre. C'est un jeune adjoint du shérif de la région qui va mettre les pieds en premier sur la scène de crime. Dans le garage, une flaque de sang frais de 30 à 45 cm de profondeur s'était formée. Le sang était complètement gelé. Ce dernier a décrit l'odeur de cheveux et de vêtements brûlés en pénétrant dans la cabane. Les enquêteurs ont pris un moment avant de découvrir que le dernier étage était toujours en flammes, tellement il y avait de distractions. Genre, imagine, là, le tapis du salon était imbibé de sang, puis même qu'ils ont remarqué que le tapis était comme il avait eu le temps de couler, tellement il était comme plein d'essence, plein de sang, puis que en dessous, au sous-sol, entre les craques du plancher, il s'était formé aussi des stalactites de sang, puis tout avait gelé. Oh mon Dieu! Terrible. Des traces de sang ont conduit les autorités jusqu'aux victimes. Après avoir tué les femmes, les hommes les ont traînées sur le sol du salon jusqu'à la terrasse au 2e étage. Ils les ont ensuite recouvertes d'une couverture et de neige, genre un petit peu sur la couverte, pour dissimuler leur crime. Ben ouais. Dans toute la maison, il y avait des preuves de la brutalité de l'événement, des empreintes de chaussures ensanglantées, entre autres. Les autorités ont déclaré, lors de la même entrevue faite par CBC News, qui est d'ailleurs l'entrevue d'où proviennent tous les témoignages de victimes que je vous ai cités jusqu'à maintenant, là, quand Tricia parle, Lina, Randy.
que la priorité absolue dans cette affaire était premièrement de secourir toute personne qui pouvait avoir besoin d'aide, Rolf avant tout, et ses 2 filles, et que la deuxième priorité était de préserver les preuves sur les lieux du crime. Parmi tous les éléments de preuve qui ont été trouvés un peu partout à la grandeur de la demeure, les plus importants figuraient sur une cassette VHS. Ouais. La seule et unique cassette que je vous ai parlé tout à l'heure, bien sûr. Hey, mais tu vas peut-être y arriver, là, mais c'était quoi leur but? Pourquoi ils se sont enfuis? Ils étaient tout seuls dans un chalet perdu. Ils auraient pu rester là. Ouais. Puis attendre au pire chaque membre de la famille qui arrive. Il était fearless. Puis honnêtement, c'est même pas tant dit dans l'histoire. Genre, ces 2 gars-là, probablement, qui voulaient juste vivre un trip. Ouais. Parce qu'il n'y avait pas vraiment d'intérêt à fuir, là. Comme tu disais tantôt, ils allaient se trouver une job puis sortir éventuellement, anyway. Leur but, c'était juste de faire de quoi de big. Genre, hey, on s'évade. Ils étaient juste encore des criminels, là. Tu sais, clairement, ils n'étaient pas prêts à sortir, ces 2 gars-là. Tu sais, ils n'avaient pas vécu tout ce qu'il y avait à vivre. Hey, ça, là, c'est... Ça vole pas haut, là, genre... Non. Quelle bande de douilles, là. C'est 2 bombes à retardement, là, genre... Qu'on aurait libéré, peut-être qu'ils... Anyway, genre, c'est dur à prédire qu'est-ce qui se serait passé. Là. En tout cas, il n'y a aucune logique. Non, aucune. Ils voulaient juste faire du mal. Premier réflexe, c'est une évasion, carrément. Dès que tu t'évades, là, on dirait que t'as déjà pas des bonnes intentions. En tout cas. Beth Harmon Tidwell Potts, la grand-maman, sera inhumée 3 jours après Noël. Les filles se souviennent de leur grand-mère comme d'une personne pleine d'énergie, joyeuse, pétillante et pleine de vie. Je vais mettre une photo là, sur les réseaux, la gang. C'est tellement une cute petite mémé, là. Ça n'a pas de bon sens. Elle avait l'air tellement fine. Kay Tidwell Tied a été inhumée le même jour que sa mère. Kay était décrite par ses proches comme étant une mère extrêmement dévouée, prête à tout sacrifier pour ses enfants. Ses filles la décrivent comme une amie parfaite qui ne jugeait jamais personne, toujours aimante, chaleureuse et à l'écoute. Encore une fois, une petite maman beaucoup trop cute. Rolf Tied, quant à lui, va miraculeusement survivre de son attaque. Yes! Faisant le plus grand bien à ses 2 filles. Oh mon Dieu, tu m'as fait peur quand t'as juste dit suspense, sans aucune émotion dans ton visage. Ouais, je m'excuse. Parce que je voulais comme vous donner quelque chose de bien, là, tu sais, je voulais vous faire une belle surprise, en tout cas. Les 3 vont d'ailleurs témoigner au futur procès, puis la réaction des 2 bozos quand ils vont voir apparaître Rolf dans la salle d'audience va valoir 100$. Ils savaient pas, là, jusqu'à ce jour, que l'homme avait survécu. Hey, c'est bon. Les 2 filles vont dire avoir ressenti une certaine victoire en voyant la face des hommes, comme si, après tout le mal qu'ils ont causé à leur famille, elles avaient finalement gagné. Les 2 hommes seront inculpés de plusieurs chefs d'accusation. Ils seront formellement accusés devant le tribunal du 3e circuit de, tenez-vous bien, 2 chefs d'accusation de meurtre au 1er degré, d'un chef d'accusation de tentative de meurtre, 2 chefs d'accusation d'enlèvement aggravé, et là, j'ai pas terminé, ça se poursuit. Plusieurs chefs d'accusation de voies de fait graves, de vol, d'incendie criminel et de refus d'obtempérer aux injonctions de la police pour les coups de feu de l'auto en mouvement, puis ils s'arrêtaient pas. My God. Van Lester Taylor plaidera coupable des 2 chefs d'accusation pour meurtre avec circonstances aggravantes en échange, après un deal, que l'État abandonne toutes les autres charges retenues contre lui. Taylor va être jugé par un jury qui va décider à l'unanimité de le condamner à mort pour chacun des 2 meurtres. Ben, pas que je suis contente qu'il meure, là, mais genre... Ouais, mais... voir qu'un deal finit quand même par la peine de mort. Ben, c'est dit dans les sources que Taylor, malheureusement, il avait un très mauvais avocat, que son procès a été, genre, rapide, bâclé, que clairement, là, il n'y avait aucune chance. Puis c'est triste. Ben, c'est triste. C'est juste étrange, en fait, de voir comment la justice est faite, parce que tu vas voir les 2 hommes qui ont fait probablement la même chose, là, même si peut-être que selon une des filles, il y en a un qui a comme pas tiré à un certain moment sur Rolf, blablabla. Quand même, ça reste que les 2 étaient ensemble. Ouais, ben oui. Et pourtant, la justice va faire les choses différemment. Edward Stephen Daly, fort probablement aux côtés d'un meilleur avocat, comme je viens de le dire et comme disent les sources, plaidera quant à lui non coupable de meurtre au 1er degré. Avec une meilleure défense que celle de Taylor, il sera reconnu coupable de meurtre au 2nd degré
en raison du refus d'un seul et unique membre du jury. Oh. Quelqu'un de pas convaincu, hors de tout doute raisonnable. Ben, frustrant, mais en même temps, je comprends d'avoir plaidé non coupable parce que là, il peut dire que c'était pas voulu, c'était un cambriolage qui a mal fini. Puis c'était après aussi son procès. Fait que Taylor, il venait de plaider coupable. Fait que c'était facile de dire, ben c'est lui, l'ultime fou. Moi, je n'ai fait que... genre... Suivre. Mm-hmm. Bon, ben, il était plus smart. En tout cas, ouais. La peine de mort, donc plus applicable. Delhi sera condamné à une peine de prison à perpétuité, quand même, sans possibilité de libération conditionnelle. Ouais. Ce genre de gars-là, si, comme quelques mois avant d'être réhabilité, il s'enfuit puis il tue n'importe qui, ça. Ils ont eu leur chance, ils sont pas prêts d'être réhabilités. Prison à vie, je comprends. Oui, 100%. Peine de mort. C'est des bombes à retardement. Je suis moins convaincue. C'est plus difficile à juger, là, mais clairement, c'est des dangers pour la société. Là. Oui, en effet. Plusieurs se questionnent comment deux meurtriers se retrouvent avec une justice aussi différente pour avoir probablement commis les mêmes horreurs. Selon les deux victimes survivantes, Taylor et Delhi étaient tous deux également coupables. Ce point a beaucoup fait parler après cette histoire, notamment avec le débat de la peine de mort. Ouais. Je vais pas trop m'éterniser là-dessus, comme on a déjà eu une grosse conversation intense la semaine dernière sur un sujet assez tabou. Mais pas tabou, mais... ben, il y a comme deux controversés, deux mettons. mouvements de pensée. Il y a juste deux clans, puis c'est correct. Mm-hmm. Mais juste pour vous dire, selon les lois actuelles, l'Utah permet la peine capitale pour certains crimes, principalement les meurtres aggravés. Et le cas de Von Lester Taylor en est un exemple frappant. Mais derrière les chiffres et les condamnations, ce système soulève de nombreuses questions sur son efficacité en tant que moyen de dissuasion, sur le coût des longues procédures d'appel et aussi sur la possibilité d'erreurs judiciaires. Mm-hmm. La peine de mort aux États-Unis est appliquée au niveau fédéral par la justice militaire ainsi que dans 27 des 50 États fédérés que compte le pays. En 2025, les États-Unis font partie des rares démocraties libérales qui appliquent encore la peine de mort. De 63 à 77, il n'y a pas eu d'exécution aux États-Unis, car la Cour suprême a instauré un moratoire sur la peine de mort, la jugeant comme un châtiment cruel et exceptionnel. Ce moratoire a pris fin en 77 lorsque la Cour a réintroduit la peine capitale dans un cadre plus strict. La première exécution après ce moratoire a d'ailleurs eu lieu en janvier 77 dans l'Utah, lorsque Gary Gilmore a été exécuté par peloton d'exécution. Depuis 1900... C'est trash, pareil, comme manière d'être exécuté aussi. Ouais. C'est encore une des deux seules façons de... Le peloton d'exécution? Ouais. Je savais pas que ça se faisait encore. Ouais. Il est sur une... Ben, j'ai pas trop... Honnêtement, j'ai pas trop compris parce que c'est sur une chaise. Puis dans le fond, c'est juste... J'ai comme l'impression que c'est la chaise électrique qui veut le dire. Ça se peut-tu? Dans ma tête, un peloton d'exécution, c'est que c'est plein de monde qui tire dessus en même temps. Groupe de soldats chargés de fusiller une personne condamnée à mort. Ah, c'est ça. Une méthode d'exécution militaire courante. Bon. Ben voilà. On a la réponse. C'est tellement trash, là. En tout cas. Bref. Donc, tout ça pour dire qu'en 77, ben, ça l'a repris. Puis en Utah, premièrement en Utah, en fait. Et depuis 1977, 8 exécutions ont eu lieu à la prison d'État de l'Utah, à Draper, qui est le nom de la prison. Et en date de juin 2025, le couloir de la mort de l'Utah compte 4 condamnés. 3 ont choisi le peloton d'exécution, justement. Et Von Lester Taylor, qui est le 4e, a choisi, quant à lui, l'injection létale. Ah ouais, choisir le peloton d'exécution. Oui, ben là, en plus, maintenant que je comprends c'est dramatique, là, comme manière de... Peut-être qu'ils se disent que c'est plus rapide. Parce que l'injection létale, tu sais, t'as le temps d'être couché, t'as le temps de vivre tes derniers moments, d'y penser, de réfléchir, de comme faire « Ah, je veux pas que ça arrive », mais t'as pas le choix. Je sais pas. Aucune idée, là, j'écoute. Je vais vous mettre une photo de la fameuse salle d'exécution en question à Draper. C'est tellement glauque, là. C'est comme une petite pièce beige au plancher en céramique. Du côté gauche de la salle, tu as une table avec des ceintures pour l'injection létale et du côté droit, une chaise métallique avec des ceintures.
pour le peloton d'exécution. Puis dans les 2 cas, comme je l'ai dit, le public est le bienvenu. Ouf! J'imagine que ça prend des demandes ou quelque chose, là, mais en tout cas. Lors du procès, les jurés ont visionné la vidéo tournée par les assaillants qui montre les 2 hommes ouvrant les cadeaux de Noël de la famille avant le retour des tièdes. Cela a choqué le jury. Les assassins discutaient des cartes de sport comme si c'était un Noël ordinaire. C'est ce que l'un va dire. Puis ce serait une chose si ils avaient juste volé puis ils étaient partis. Mais là, Ouais. après ça, de savoir qu'ils ont massacré cette famille-là, comme... Puis il aurait pu partir, tu sais, à tout moment, il les attendait, clairement. Lina Tiède, Tricia Tiède et Rolf Tiède vont dire plus tard avoir été choqués lorsqu'ils ont dû, à la demande du procureur, tenir les armes du crime devant la cour pour montrer ce qu'ils se rappelaient des faits et gestes du meurtrier. Ils rapportent être super traumatisés de ce moment-là au procès, de n'avoir pas compris pourquoi c'était nécessaire que ce soit eux qui tiennent les armes dans leurs mains, qu'ils se sentaient limite obligés. C'est un peu whack, là. Puis il y a des photos de ça, là. Ils sont comme, je pense qu'ils tiraient de cette façon-là. Genre, what? En tout cas. À ce jour, les 2 hommes sont toujours derrière les barreaux, bien sûr, après maintenant 35 ans. Pour Edward Stephen Daly, c'est très peu probable qu'il sorte de prison un jour, mais il semble avoir accepté son sort. Il est présentement incarcéré au centre correctionnel du centre de l'Utah, à Gunnison, et il a maintenant 56 ans. Hey, c'est fou. Il avait 21, là, toute sa vie en prison. Gosh, Puis il était déjà en prison avant, il venait de Ouais. s'évader. Quelle vie gaspillée, là. pas de sens. Van Lester Taylor vit les choses complètement différemment. Il est quant à lui incarcéré au centre correctionnel d'État de l'Utah à Salt Lake City et il a maintenant 60 ans. Quand je dis qu'il mène une vie différente, c'est qu'il en est maintenant à sa 5e demande d'appel, selon mes sources. Puis c'est long, une demande d'appel, parce que tu dois passer devant ci, puis après ça devant ça, puis après ça devant eux, puis après ça refuser, puis blablabla, puis il recommence, puis il y a des années entre. Fait que, bref, pour tenter d'avoir une nouvelle sentence, mais à chaque fois, il se la voit refuser. Il dit ne pas savoir comment vivre si personne ne lui croit capable d'une possibilité de réhabilitation un jour. Ben ça, je comprends un peu. C'est quand même triste, de voir les 2 façons. Tu sais, t'en as un qui est à la prison à vie puis qui a un peu accepté que c'était ça sa vie. Puis t'en as un qui sait qu'il va mourir, donc il n'est pas capable d'accepter. Ouais. Mais au final, les 2, ils vivent la même chose. Ça fait 35 ans qu'ils sont derrière les barreaux. Puis... Mais ça doit être un poids sur dans ton esprit de savoir c'est peut-être dans un mois là, que je vais avoir ma date d'exécution. Oui, puis comme dans ce cas-là, c'est super long. Là. Il y en a eu des moments où il y a du monde qui se sont fait exécuter comme dans la même année ou tout ça, mais tu sais, lui, c'est super long, fait qu'il a le temps d'y réfléchir. Puis probablement qu'Edward Stephen Daly, lui aussi, il a demandé une libération conditionnelle, mais il y a quelque chose de différent dans le fait de savoir qu'au moins t'es pas condamné à mort. Je sais pas, tu sais. Tu peux avoir des projets en prison, un futur, décider de retourner aux études, je sais pas. Tandis que l'autre qui est tout le temps sur le qui-vive de genre quand est-ce que ça va s'arrêter. Oui. Mais je comprends aussi que c'est difficile quand tu sais que personne n'a de l'espoir pour toi. T'es comme, mais pourquoi je me forcerais? Je vais juste continuer à foutre la merde. Je comprends un peu cette philosophie-là. Là. Ouais. T'es comme... C'est une condamnation à mort aussi de la prison à vie. Là. C'est comme... Ouais. C'est tellement... Ben, c'est pas la même chose, mais un peu. T'sais. C'est comme, tu vivras plus jamais en société. En tout cas, c'est touché. C'est vraiment touché. Et là, sans jugement, là, mais Lina et Tricia ont juré sur leur tête de leur mère, d'être présentes lors de l'exécution de Taylor, Taylor, de Van Lester Taylor. Ils veulent voir. Bon. Ils peuvent bien faire ce qu'ils veulent. Pour terminer l'épisode avec une certaine légèreté et un brin de positivisme, Rolf Tiède s'est complètement remis de ses blessures et a continué à vivre pour ses 2 filles. Yay! Il aura vécu une vie riche et remplie, entouré de sa famille et de nombreux petits-enfants, jusqu'à ce qu'il décède malheureusement en 2008, dans le calme, avec toute sa famille. Dans ces derniers instants, Lina et Tricia ont pu lui serrer doucement la main et lui dire au revoir, un scénario bien différent que ce qu'ils ont vécu en 1990. Ouais.
Les filles racontent dans le reportage de CBS News qu'après la tragédie, leur père et elles ont gardé le chalet et l'ont reconstruit de A à Z. Elles racontent qu'il est encore plus beau et chaleureux qu'avant. Lina va dire, et je la cite, « Je me souviens de mon père. Il me disait souvent, « Lina, je sais que la foudre peut frapper, mais la foudre ne frappe jamais 2 fois au même endroit. » C'est ce qui leur permet encore à ce jour de passer des moments de qualité avec leurs familles respectives et leurs amis dans ce lieu, leur refuge, malgré les horreurs du passé. Hey, j'espère qu'ils barrent leur porte. Par contre, là, chaque fois que tu rentres, tu dois avoir une image. Ouais, je sais, j'ose même pas imaginer. C'est quand imaginer. même difficile de la même place. C'est pas comme un nouveau chalet. Au même endroit, ça doit être tough de pas avoir des flashbacks puis tout. Mais puis il y a des photos d'eux, genre sur le balcon, comme le même balcon qu'on a une photo de la scène de crime, genre des corps des 2 femmes entourées. En tout cas, puis là, il y a une photo, puis c'est eux avec un petit verre, puis ils sont comme contents de... Ben, gars, tant mieux pour elles, là. Ouais. Tant mieux. Malgré ce qu'ils ont perdu cette journée-là, les sœurs veulent garder en vie ce qui leur reste et en faire du beau. Lina a épousé son amour d'enfance et ils forment aujourd'hui une famille recomposée de 9 enfants. Wow! Tricia, quant à elle, est une mère divorcée de 2 petites filles. Elle dit que lorsqu'elle les regarde dans les yeux, elle voit à la fois sa mère et son père. Un livre sur la tragédie, que je n'ai pas lu malheureusement, a été écrit par la sœur de Kay, la tante préférée de Lina et Tricia, Claudia Tidwell Nelson. Le livre se nomme « Meurtre, mort et renaissance » et elle raconte comment elle a surmonté le meurtre de sa mère et de sa sœur tout en étant une nouvelle figure maternelle pour ses nièces. Bref, les événements du 22 décembre 1990 resteront à jamais gravés dans l'histoire de la famille Tiède. Cette histoire rappelle à quel point la vie est fragile et que tout peut basculer en un instant. Mais ce qui en sort de beau, c'est comment une telle brutalité n'empêche pas de continuer de vivre de belles choses après. Cette famille est forte, remplie d'espoir, de reconnaissance, de résilience et surtout de pardon. Leur histoire nous rappelle que même après le pire, l'humain a la capacité de guérir. Et c'est beau. Donc, c'était leur histoire. Wow! Cauchemardesque. Je vais avoir peur la prochaine fois que je vais à mon chalet. À vous, hein? Je m'excuse. Pour ça, je disais au tout début que j'avais un peu peur de vous traumatiser. Vous devez sûrement tous être sur la route en train de m'écouter vous dire ça, puis en route vers vos soupers de Noël ou quelque chose du genre. Ou votre chalet de Noël. Ou votre chalet. Mais en tout cas, c'est une rough histoire. Ça m'a fait capoter de tout lire là-dessus. Et puis, il s'en passe des affaires. Là. Oui, c'est comme un épisode un peu plus C'est court, un mais il y a film. tellement d'action puis de rebondissements. Là. What the hell? C'était vraiment un film. Oui, puis Genre, ces 2 dans gars-là quel descendus monde? des enfers, qui remontent des enfers juste pour semer le chaos. Là, si au moins il y avait une certaine logique, là c'est encore plus fâchant. C'était comme on va sur le feeling, on est sur le fly, on essaie n'importe quoi, on veut juste accumuler le plus de crimes possible jusqu'à temps qu'on se fasse pogner. Là, Ah ouais, 100%. Ça n'a pas de sens. C'est tellement triste, tellement genre injuste, tu sais, c'est juste tombé sur eux. Oui, quelle par malchance, hasard. là. Ouais. Mais merci pour cette histoire de Noël. Ben écoute, je vous souhaite un beaucoup plus beau, meilleur Noël que ça. Ça sera pas difficile à battre. Ouais. Fait que je vous souhaite plein d'amour, plein de beaux moments avec vos familles ou avec vos copains, copines, chums, blondes, tout seul, vos animaux, la télé devant vous, vos films de Noël. Bref, je vous souhaite tellement de bonheur et pas cette histoire-là. Là. Ouais, non, on ne réclame pas cette énergie pour nos vacances de Noël. Non. Mais oui, joyeux Noël, joyeuse fête. On vous aime fort. On continue à publier pendant le temps des fêtes, vu qu'on a pris notre pause en novembre. Fait qu'inquiétez-vous pas, nous serons dans vos oreilles cet hiver. Yes. Je vous souhaite plein de cadeaux, plein de beaux moments en famille, plein de souvenirs. Puis on se retrouve la semaine prochaine sur Patreon. Oui, pour un autre épisode trash de la part de Chrissy. Un crime du jour de l'an. Oh my God, je m'excuse d'avance. Sur ce, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux, de nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, Amazon, whatever. Et à bientôt! Oui, bisous, on vous aime. Gros bisous! Oh, 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 tabarnak.
J'avais vraiment écrit ça dans mon texte au début. Je me trouve. OK.